Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Voilà maintenant plusieurs semaines que les Israéliens vivent sous la menace d'une attaque de l'Iran ou de ses mandataires, en même temps que se maintient cette tension autour des négociations éventuelles, négociations de Doha ou du Caire pour un cessez-le-feu et une éventuelle libération des otages. Pour parler de ces temps d'attente, ces temps d'angoisse, mais aussi de grande incertitude particulièrement difficiles à vivre psychiquement, on est en ligne avec la présidente de la Société de psychanalyse israélienne, Viviane Chetrit-Vatin. Bonjour madame. Moi, Merci de nous accorder ce nouvel entretien pour Mosaïque. Le chef du Hezbollah disait la semaine dernière que l'attente, l'incertitude, ça faisait partie de la punition pour Israël. Sans vouloir évidemment entrer dans son jeu, il est vrai que ces derniers jours représentent une dimension renouvelée sans doute de ce que les Israéliens vivent maintenant en continu depuis le 7 octobre. Comment ça se manifeste en ce moment précisément, cette attente un peu anxiogène? bon, d'abord, je vais commencer, puisque vous avez parlé d'incertitude, je vais commencer par ce que je disais encore cet après-midi à une de mes patientes qui me disait, mais comment vous vous débrouillez avec ce qui se passe? Et elle me parlait d'Amérique, alors que moi je suis en Israël. Et alors je lui dis, mais je crois que notre vraie mission, c'est d'être capable d'arriver à gérer l'incertitude. Parce qu'en vérité, euh, on part chacune avec des scénarios différents pour essayer de combler justement cette incertitude. Et en vérité, on est en gros, mal informé, désinformé. Les choses se passent d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus distante par rapport à ce qu'on peut accumuler en tant que nos informations personnelles. Et que je crois que c'est vraiment notre messima. C'est ça qu'on doit apprendre de cette période-là, en particulier ici en Israël. Alors, ce à quoi ma patiente m'a répondu, OK, je comprends ça intellectuellement, c'est pas facile à gérer. Je lui dis: «Vous avez tout à fait raison». Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a rien de pire que l'incertitude. Ils savent ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils disent quand ils parlent de ça. D'un autre côté, encore une fois, pourquoi c'est tellement grave aussi? Pour moi, c'est tellement difficile de gérer l'incertitude parce qu'on vient au monde avec cette incertitude de base, hein, et on est complètement dépendant de notre entourage, de nos parents, de ceux qui vont nous élever et comment on se débrouille avec ça. Et quand on est en situation d'incertitude, on cherche à droite, à gauche, comment se rassurer. C'est les choses qui se passent de cette manière-là. Alors maintenant, vous m'avez posé une deuxième question. Une question, c'est comment les gens gèrent et de quelle manière ils arrivent à gérer ou pas. Alors il y a évidemment toutes sortes de personnes, des personnes qui cherchent à comprendre mieux de quoi il s'agit. Alors c'est tous les intéressés par Mosaïque en particulier, hein. C'est une façon de gérer la situation. Ensuite, il y a des gens qui sont accrochés encore et encore sur les nouvelles. Ça leur fait pas que du bien, parce qu'en vérité, on a plus à faire souvent avec de la pulsion sexuelle de mort que d'autres choses. Donc il y a une attirance aux nouvelles, et en même temps, on n'arrive pas à dormir à la suite de tout ça. C'est très difficile à gérer. Et ce qu'en général on propose aux patients, c'est de minimiser cette comment dire, ce fait d'être tout le temps avec les Hadachot, tout le temps avec les nouvelles, ça c'est une deuxième chose. Il y a des gens qui écoutent pas du tout les nouvelles justement, mais alors ça c'est plus grave aussi, puisqu'ils se déconnectent complètement de la situation. Euh, et d'ailleurs, quand on va se balader à Tel Aviv, où on voit ce qui se passe sur la plage et tout, on a le sentiment que on n'est pas en guerre du tout. Donc on est mais du même coup, ça donne à vivre une forme de dissonance difficile à vivre aussi, avec des sentiments de malaise par rapport à ça, pour certains. Et pour d'autres, heu un je m'en foutisme, on n'en a rien à faire, on verra bien, de toute façon ça nous dépasse, on vit qu'une fois, et cetera. Il y a toutes sortes de possibilités. Ouais. Avant cette période estivale, il y a de nombreux Israéliens qui souhaitent sortir du pays, prendre des vacances, prendre l'air, mais ils ont du mal à planifier ces vacances, hein. Dans le climat actuel, il y a aussi une forme de culpabilisation peut-être de quitter le pays en ce moment. Comment rendre compte de cet état d'esprit particulier aussi de la période où on a envie de sortir du pays et qu'on ne peut pas finalement pour diverses raisons? Bon, en vérité, cette culpabilité, elle a affaire avec ce qu'on appelle ici, culpabilité du Nitzol, la culpabilité du survivant. C'est-à-dire le fait qu'on est là, qu'on vit bien, et cetera, ou qu'on s'en est sorti, ou qu'on a personne qui est mort, ou qu'on a personne à l'armée, ou on a personne parmi les otages, et cetera, et cetera.
il y a une espèce de culpabilité généralisée de cet ordre-là. On essaie de les aider à sortir de là, parce qu'encore une fois, c'est une culpabilité qui avance à rien, ça n'a rien à voir avec une vraie responsabilité. Ce qu'on essaie de faire passer aussi, c'est le fait que c'est important que chacun se prenne en charge d'une manière correcte. On a besoin de sortir, de se faire de l'air un petit peu et de renouveler nos batteries pour pouvoir affronter la suite. Donc, alors voilà, ça se passe comme ça. Mais encore une fois, le fait est, c'est que beaucoup de gens vont quand même prendre quelques 8 jours, 7 jours, 8 jours. Ils se déconnectent en général pendant cette période-là. Ils reviennent et c'est le nouveau choc. Ok. Mais je sais personnellement, moi, pour avoir été quelques jours à Paris puis être revenu, euh, incroyablement parlant, je reviens et je suis contente de revenir. Avec toute la situation, rentrer à Ben Gurion, voir toutes les affiches de tous les gens qui sont en otage actuellement, etc. C'est ça, ça pince le cœur, c'est terrible. Mais en même temps, être dehors, c'est certainement à propos de cette espèce de culpabilité ou de mal-être d'être à l'extérieur et pas d'être sur place en même temps. Alors, voilà. Vous dites que la réaction à l'angoisse, c'est bon, il y a plusieurs solutions, hein. Vous avez parlé de la déconnexion, mais il y a aussi l'agressivité, et vous dites aussi la déstabilisation intérieure. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ces formes de réaction que nous avons que dans cette situation-là, ces trois formes de Je réaction? veux dire, comment on voit ça? Ces réactions d'agressivité, on la voit sur les routes, hein. Les gens sont extrêmement tendus. Prendre la route, c'est un risque peut-être pas moins grave peut-être que d'aller faire un tour vers Gaza ou ailleurs. Les gens conduisent comme des fous et c'est pas facile de garder son calme dans ces conditions-là. Ensuite, on voit des réactions, des gens qui se dépassent, qui s'énervent les uns après les autres, etc. On voit ça a tendance à être comme ça ici parce qu'on est un pays tendu. Mais en ce moment, c'est vraiment évident, c'est ça qui se passe. Mmh. Maintenant, encore une fois, comment canaliser cette agression? Comment canaliser cette agression qui correspond en vérité à un sentiment d'impuissance, un sentiment de non-contrôle. Donc, on essaie de contrôler autre chose, de contrôler l'autre, etc. Comment arriver à canaliser ça? Évidemment, en ayant une activité plus créatrice. Si c'est pour écrire, si c'est peindre, si c'est sculpter, si c'est exprimer les choses d'une manière ou d'une autre, c'est surtout rencontrer aussi des amis, en parler ensemble, se sentir mieux soutenus les uns avec les autres. C'est la manière de fonctionner, hein. Ouais. Les vécus individuels donc diffèrent, vous nous avez dit, en fonction de l'histoire personnelle de chacun, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour aller un peu plus précisément de ces réactions à chaque fois singulières par rapport au traumatisme collectif que les Israéliens vivent? Ça dépend de quoi en fonction des profils? Bon, ça dépend beaucoup de l'histoire de la personne. J'ai pu dire que c'était souvent lié au fait on a affaire parfois à des personnes qui sont deuxième ou troisième génération après la Shoah. C'est une possibilité. Mais même ces personnes-là, certaines peuvent réagir comme ci et d'autres réagir exactement autrement. C'est-à-dire, on peut trouver des gens qui sont un passé de cet ordre-là et qui vont être justement extrêmement combatifs ou bien plus agressifs ou cherchant ce qu'il faut, c'est continuer à annuler tout le monde, il faut écraser tout le monde, il faut faire disparaître tout le monde. Okay. On a ce genre de réaction. On a d'autres réactions de gens qui sont aussi passés par la Shoah, qui au contraire, il y a une identification avec les victimes, ils veulent pas recommencer, etc. Donc c'est pas simplement ça. Je pense que ça a à faire beaucoup aussi avec l'histoire personnelle de chacun, infantile de chacun. Des personnes qui sont passées par des parents durs ou violents ou par des expériences violentes, etc. Ils vont utiliser ce genre de situation pour sortir leur violence d'une manière légitime. D'autres, au contraire, encore une fois, d'autres, au contraire, qui sont venus au monde avec plus de solidité, plus de force au départ de leur vie, auront eu des parents aussi violents, etc. Et ils vont justement pas recommencer et ils vont se mettre du côté des victimes. En vérité, il y a quelque chose qui est très clivé. On a des gens qui sont soit avec les agresseurs, soit avec l'agression, soit avec soit avec l'identification aux victimes. C'est très difficile de tenir tout en même temps. Et c'est ça aussi que j'avais essayé sur lequel j'avais essayé de réfléchir, parce que d'un côté, on a toute la prise des otages. Et ici, on est occupé avec une identification aux victimes d'une manière extrêmement forte, avec le soutien des familles, etc., etc. Mais d'un autre côté, il y a ce qui se passe à Gaza.
Et qu'est-ce qui se passe à Gaza? Il y a des tas de morts, il y a des tas de blessés, il y a des enfants, c'est horrible ce qui se passe aussi. OK. Alors, il y a ceux qui s'identifient plus avec les victimes. Alors, ça va être et les otages d'un côté et tous les morts et blessés de Gaza. Après, on va avoir ceux qui vont s'identifier plutôt avec Israël forte, violente, etc. Laissons tomber cette histoire d'otages. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'identifier à Gaza? C'est un peuple pourri, etc. J'entends ça aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça va de tous les côtés. Ouais. Et prendre tout ensemble, c'est pas évident. Pas évident. Il y a aussi une autre dimension, c'est l'image d'Israël dans le monde qui s'est fortement dégradée donc avec cette guerre. Israël accusé de génocide, dénoncé comme fauteur de guerre finalement, sans scrupules, sans morale. Est-ce que ce qui se dit quotidiennement dans les médias, sur les réseaux sociaux du monde entier, j'imagine que ça a aussi un impact pour les Israéliens qui entendent les échos de tout cela. Bon, ça arrive un peu, ça arrive peu. En vérité, c'est pas, on voit pas ça tellement sur à la télévision, par exemple. On entend fort peu parler de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une désinformation systématique sur toutes les chaînes à ce niveau-là, et aussi d'ailleurs ce qui se passe à Gaza. On voit les choses d'une manière tout à fait partielle. Nous, on est au courant parce qu'on regarde les réseaux, ce qui se passe en France. Hein, mais quand chacun qui est relié à des postes de l'extérieur est plus au courant, disons. Mais les Israéliens de base, ils sont mal informés, ils s'informent pas tellement de ce qui se passe à Gaza, certainement pas. Ensuite, ce qui se passe dans le monde entier, ça intéresse beaucoup ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, qui ont une deuxième génération, disons, qui sont arrivés en Israël. Alors on est tous ces gens-là, dont je suis, nous sommes fort informés de ce qui se passe à l'extérieur. Alors on essaye d'en parler aux Israéliens, à nos collègues et tout. Ils sont assez, comment dire, indifférents à la situation. Et c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Nous, en tant que société psychanalytique d'Israël, on fait partie de la société, de l'association psychanalytique internationale. Et le fait est, c'est que, mais ça c'est vrai déjà depuis le mois d'avril, disons, où il y a eu un congrès qui s'est passé à Florence à l'époque avec toute la fédération européenne. C'était pénible, très très pénible pour nous Israéliens. On était une vingtaine sur place, de se rendre compte que des collègues avec lesquels on avait des rapports jusque-là scientifiques intéressants, collégiales, etc., étaient très réticents, ils voulaient pas entendre ce qu'on raconte, etc. C'était pénible, pénible, pénible. Et en vérité, moi, en tant que présidente, on a été en situation où on a voulu faire passer un acte, disons, pour essayer de réfléchir, pas un acte, une réflexion sur la question de l'antisémitisme. On essaie de reprendre cette question d'un point de vue psychanalytique aujourd'hui, compte tenu de cette effervescence antisémite généralisée. Et il y a eu un vote, et le vote n'a pas été concluant, c'est-à-dire que il y a eu une réticence à créer un groupe de réflexion s'intéressant particulièrement à l'antisémitisme. Au contraire, Pour quelle raison, selon vous? quelle raison il y a eu le Rwanda, et puis il y a eu ce qui s'est passé en Arménie, et puis il s'est passé des tas de choses horribles dans le monde entier tout le temps. Pourquoi faire tellement d'histoires autour de l'antisémitisme? C'est clairement lié au fait qu'il y a une réticence par rapport aux Juifs, à Israël, etc. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, après, ceux qui ont voté pour, ils étaient vraiment en minorité parmi les présidents des différentes sociétés européennes, sont venus me demander pardon personnellement, en disant vraiment c'est terrible. Et c'était clair pour tout le monde que c'était un vote politique, hein, c'était rien d'autre. Il y a aussi une chose que vous dites, qui me semble très intéressante, c'est dans cette situation traumatique, c'est assez connu, le temps ne passe pas. Il y a plus de temporalité. Comment on vit ça? On a du mal à se le représenter quand on n'est pas dans la situation. Qu'est-ce que ça produit, cette absence de temps? Je veux dire, d'un côté, je regardais tout à l'heure les informations. On en est au 318e jour depuis le 7 octobre. Et on a le sentiment que le temps s'est figé. C'est-à-dire, on écoute les informations, c'est tout le temps la même chose. C'est quoi la même chose? C'est à nouveau des blessés, à nouveau des morts, à nouveau à nouveau des attentats, à nouveau autre chose. À nouveau, on fait un nouvel ISCA, c'est-à-dire un essai de, comment dire, de contrat avec le Hamas. À nouveau, ça marche pas.
à nouveau Netanyahou pas d'accord, ou à nouveau Hamas c'est pas d'accord. Ça, c'est tout le temps la même chose. Et tous les tous les jeudis soirs et tous les samedis soirs, depuis le 7 octobre, il y a des manifestations, encore et encore et encore, qui donnent rien, qui donnent rien, qui donnent rien. Et alors là, et encore une fois, il y a une capacité des personnes, pas tous, d'aller encore et encore aux manifestations, avec se questionnant aujourd'hui de plus en plus à quoi bon ces manifestations. Il y a une fatigue généralisée. Et en même temps, on ne veut pas lâcher d'un côté les otages, d'un autre côté, on ne veut pas lâcher non plus les familles, parce qu'il y a deux groupes aujourd'hui. Il y a un groupe qui sont avec les otages, et puis il y a un groupe qui sont avec les parents et les familles de soldats qui ont été tués ou blessés. C'est un peu en opposition tout ça aussi. Mmh. Et alors des manifestations comme ça, ok, mais tout le monde y va. Et alors ce que j'essaie de dire, c'est que on se questionnait, mais finalement à quoi bon ces manifestations? Et ces manifestations, elles donnent un sentiment de participation, d'être moins seul avec les positions qu'on peut avoir, c'est important. Et quelqu'un de mes collègues a pensé à une chose intéressante, de voir ces manifestations non pas comme ayant comme but de changer quoi que ce soit au niveau politique, mais c'est une espèce de vaccin. Si disons on est dans une situation cancéreuse, disons malade, où on a du mal à arrêter cette maladie qui est destructive de part et d'autre et de tous les côtés, le fait de continuer à aller dans les manifestations, c'est une manière de se garder avec un espoir, de se garder avec un sentiment d'appartenance, garder une confiance quelque part. Et peut-être que c'est une forme de vaccin par rapport à une possibilité de d'auto, comment on dit ça, contamination, parce que ça contamine tout ça. Ouais. Je sais que je me rappelle plus très bien si j'en avais parlé dans mon premier interview, mais quand il y a eu le 7 octobre le fait que tout le monde était occupé à regarder ce qui s'était passé, ce qui s'était pas passé, et puis ensuite à entendre tout ce qui s'est passé plus tard, combien ça contamine le fait d'être en contact avec ces horreurs encore et encore. Ça contamine parce qu'il y a un effet de jouissance malade, mais une jouissance quand même, masochiste, et c'est attirant, et c'est action, et comment ne pas se laisser contaminer? C'est grave, c'est important. Alors le traumatisme est évidemment très différent pour les juifs qui vivent à l'extérieur, hein. Daniel Siboni, tenait récemment sur cette chaîne des propos, disons, appelant à être plus serein. Je crois que vous avez réagi à cet entretien avec Daniel Siboni. Vous n'êtes pas tout à fait évidemment sur la longueur d'onde, j'allais dire, simplement géographique. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et bon, encore une fois, la possibilité de garder une certaine confiance, ce que j'essaye de m'essayer à faire, je m'essaye à ça, à garder cette confiance et à pouvoir de cette manière-là soutenir mes patients qui sont parfois extrêmement angoissés, au point de plus dormir, et cetera, et cetera. Je pense que c'est faisable, et c'est faisable, mais pas, tout en étant relativement informé, mais pas trop informé, encore une fois, Mmh. et puis étant en contact avec le fait que ce que je viens de dire maintenant, comment ne pas se laisser contaminer, alors qu'il y a une attirance très forte quelque part à se laisser contaminer. Plus on se laisse contaminer, et plus on perd confiance, et plus on est angoissé, et moins on dort bien, et cetera, et cetera. Et il faut se faire contaminer par des énergies positives, par exemple, ça serait Alors quoi? voilà, alors on parlera plus de contamination. Si c'est des énergies positives, c'est autre chose qui parle. Je pense que quand j'ai commencé en parlant de ça, le fait que notre mission quelque part, c'est d'apprendre à gérer au mieux possible l'incertitude. Heu, c'est assez au départ intellectuellement, ça a l'air très intellectuel. En vérité, on peut y arriver. C'est-à-dire, c'est quelque chose de se rendre compte que quand on s'invente des scénarios de fin du monde, c'est une invention. On n'est pas nécessairement dans la fin du monde. Ou bien quand on s'invente un autre scénario que demain Moshiach va arriver tout de suite, hein, et tout va être merveilleux et tout va être beau, etc. Ça va pas non plus. C'est-à-dire, il faut rester quelque part avec un certain réalisme, savoir que dans des situations aussi catastrophiques soient-elles, on en sort toujours à un moment donné ou à un autre. Alors c'est vrai que c'est vrai au niveau du collectif. C'est pas toujours vrai nécessairement, évidemment, au niveau de l'individu. Ouais. Mais il faut savoir aussi faire la différence. Ok, c'est
Il y a un particularisme peut-être pour les Juifs. Comment contenir ces angoisses alors que l'injonction juive fondamentale, précisément, c'est de ne pas craindre, de ne pas redouter? L'injonction, elle est double. Elle est ne pas craindre et ne pas douter. D'un autre côté, elle est tu ne tueras point. Et je voudrais parler de ça. Parce qu'encore une fois, on est dans une situation de guerre qui n'en finit pas. D'accord? Et on a affaire aujourd'hui avec des jeunes soldats qui reviennent extrêmement troublés de la situation parce qu'ils se sont trouvés en situation où ils ont dû tuer. Et ils sont dans un sale état. Parce que profondément, fondamentalement et moralement parlant, on n'est pas censé tuer qui que ce soit. Et ça, c'est des traumatismes dont on n'a pas suffisamment parlé. En vérité, on commence à en parler un peu maintenant, c'est récent, alors que c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Les soldats qui ont toutes ces dernières années et toutes ces années, qui sont éventuellement dans les territoires, qui font des poursuites dans les familles, dans les maisons, etc. Être en situation, ils sont en danger, des fois ils doivent tirer. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là et comment ils sortent avec ça? C'est pas du tout évident. Et justement parce que on a une base et notre fondement éthique, il est fabriqué sur ça. On n'est pas censé, on est censé garder la vie, on est censé ne pas tuer. Ok. D'un autre côté, il faut se garder en vie, il faut se sauvegarder. Et quel prix on a à payer à ce moment-là, c'est pas évident, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous imaginez parfois ce qui pourra se passer au sortir de la guerre? Comment les gens vont réagir à la fin de cette période traumatisante? Qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas. Je pense qu'on est dans une situation euh, assez sérieuse et assez inquiétante parce que ça prend du temps. Vous savez, tous les Shabbats, dans la plupart des synagogues, on dit le nom des otages et on prie pour leur revenu, pour qu'ils rentrent sains et saufs dans leur corps et dans leur nefesh et dans leur esprit. Et je me suis dit que ça suffit de dire une chose pareille, parce qu'on voit fort bien que le peu d'otages qui sont déjà revenus ne s'en remettent pas. Aujourd'hui, je parle, hein. Ceux qui sont revenus dans la premier groupe, ils ont des tas de problèmes, ils ont des tas de réactions graves, ils ont des tas de symptômes, ils sont tous en mauvais état. OK? Donc, c'est clair que les otages qui vont revenir, et j'espère qu'ils vont revenir, il va y avoir un travail fou à faire là-dessus. Mais c'est pas que les otages, c'est toutes les familles autour et c'est tout le pays autour. C'est des cercles comme ça. Et même tous ceux qui disent on n'en a rien à faire, ils en ont à faire profondément parce qu'il y a un vécu général de prise en otage du pays depuis le début de cette guerre. Combien c'est nous qui dirigeons la situation, combien pas du tout, combien on est manipulé, par qui, par quoi, on cherche qui manipule, mais c'est ça le vécu, une impuissance très 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 forte. Et quand on vit cette expérience-là longtemps, c'est bientôt 1 an que ça va, cette histoire. Alors c'est vrai, le temps ne passe pas, on est bientôt le 7 octobre et on est encore là-dedans. Tout le pays, tous les gens du Nord, une grosse partie des gens du Nord ont dû partir du Nord et sont en situation de méfounim, c'est-à-dire d'expatriés de leur maison. Les maisons ont été brûlées, brillées. C'est terrible ce qui se passe dans le Nord. Il y a tout un, disons, le sud du Nord, c'est-à-dire Nazareth, Tibériade, etc., est encore OK, mais au-dessus de ça, plus au nord, les gens ne viennent plus, les gens ne visitent plus parce qu'ils ont peur. Il y a continuellement des attaques du Hezbollah et le Hezbollah envoie des, des fusées hein, qui brûlent tout. Donc les champs ont été brûlés. C'est terrible ce qui se passe. Et toute cette population-là a dû sortir de leur maison et trouver à louer à droite à gauche. Maintenant, les gens du Sud qui sont sortis, qui ont dû partir au moment du 7 octobre, toutes ces personnes-là aussi ont été donc pendant toutes ces périodes, une partie dans des hôtels, une partie dans des maisons, et il y a une loi qui est sortie maintenant qui se doivent de rentrer à la maison, alors que la situation n'est pas bien meilleure puisque ça continue encore à attaquer. Ouais. Et il y a des gosses et des familles entières qui sont encore en situation extrêmement Finalement, fragile. c'est une image parce que ça ne concerne pas tous les Israéliens, mais peut-être que d'une certaine façon, la plupart des Israéliens ont envie de revenir dans leur pays au sens
dans un pays où il y avait une forme d'assurance, de sécurité malgré tout. C'est Alors un ça, non, là vous parlez des Israéliens qui sont à non, l'extérieur non, non, qui du sont même pays, à l'intérieur, qui voudraient retrouver un hein, qui pays, veulent rentrer à la maison. qui OK, veulent il y a un retrouver côté comme un ça chez pays chacun tel dans qu'ils ces l'avaient connu pays-là. avant le 7 octobre. C'est sûr, c'est sûr. Il y a une partie qui sont d'accord pour revenir. Il y a une partie, c'est encore une fois, il y a des moins angoissés, des plus angoissés. Il y a des gens moins confiants et plus confiants. On trouve la même chose partout, hein. Une C'est vrai. une Mais vous me dernière posez la question comment ça va être ensuite, oui, ben, une je dernière sais pas. question. On a beaucoup de travail, hein. Ouais. Oui, une dernière Allez, question. dites-moi. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous. Mais une dernière question, alors encore plus générale, pour essayer de se projeter, pour essayer de réintroduire D'accord. précisément du temps, à la fois du Et des passé, mais choses. aussi du projet. Comment est-ce que vous voyez que cette Oui. période, on en avait un peu parlé déjà dans la précédente interview, va modifier peut-être la société israélienne, peut-être son identité même, quelque chose de profond, travaille peut-être à travers cette épreuve et qui pourrait finalement donner des résultats aussi qui pourraient changer dans un sens positif. Bon, ben, ce qu'on espère quelque part, c'est que le fait de s'être retrouvés soudain juifs tous, parmi les Israéliens juifs en particulier, il y a quelque chose qui anime les gens quelque part. Il y a une recherche de sens, et j'espère fortement qu'il y aura plus d'intérêt à s'intéresser à notre culture juive, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, peu importe, mais elle est là, elle est présente, et il y a une grosse partie de la population israélienne qui s'était détachée de cette culture, beaucoup trop, beaucoup trop détachée de cette culture. Alors peut-être que là, il va y avoir un retour, parce que ce qui s'est passé, ce que j'ai pu entendre, c'est des citations venant de la part de personnes tout à fait non religieuses, et déclarant que tout ça, ce n'est pas comment dire, l'apanage que des religieux. C'est-à-dire qu'un désir de se référer par rapport à la Torah, de se référer par rapport à nos sources et de les utiliser et de voir qu'on n'a pas besoin d'être religieux pour pouvoir s'y référer. De donner du sens à leur propre judaïsme et au fait qu'ils sont ici en Israël et pas pour rien en Israël. Alors il y a aussi un mouvement de cet ordre. C'est ça. Ça, c'est à mon avis, c'est ça l'espoir sur lequel on peut peut-être construire quelque chose. Voilà, une transformation identitaire, peut-être ce que Manitou appelait Voilà, le retour à l'hébraïté, quelque chose de difficile à définir encore, mais qui peut encore. être, peut être ça, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance à une tradition, indépendamment finalement des croyances, mais de se Exactement. réinscrire dans ce projet. Dans cette identité, non, absolument. On est d'accord. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que vous êtes particulièrement chargé, prise, occupé forcément par la période qui se déroule en ce moment. Voilà, on vous souhaite évidemment des bonnes nouvelles pour tout le monde et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.